d'avoir arrêté votre protocole normatif, une normalité, je me sens beaucoup mieux, tellement mieux, que finalement, je suis mieux d'être malade plutôt que d'être patient. C'est ça le souci. Moi, je me suis beaucoup intéressé à cette question-là justement, en essayant de me rendre attentif à tous les malades qui arrêtent leur traitement parce qu'ils en ont assez d'être dépossédés de leur temps de vie par l'inscription dans un temps médical qui n'est pas le leur. Et effectivement, bon, c'est une manière de repenser ce qu'il y a effectivement de central dans la philosophie de Canguilhem pour la médecine, c'est-à-dire cette dimension que Canguilhem nommait clinique, qui est que, au fond, la relation thérapeutique doit toujours être en même temps une clinique dans laquelle, effectivement, l'appréciation, les appréciations du patient doivent permettre de faire revenir dans la relation thérapeutique sa qualité de malade. Mais ça, il faut bien dire que c'est dans l'état actuel de la médecine quelque chose qu'il est devenu difficile de penser. Et on peut se demander, de ce point de vue, si on essaie d'historiciser un petit peu la philosophie de Canguilhem, si elle n'est pas précisément solidaire d'un moment clinique de la médecine, pas forcément une naissance de la clinique, mais un moment clinique de la médecine, qui effectivement, pour des raisons multiples, a été totalement, sinon effacé, du moins ébranlé. Oui, il y a une espèce effectivement de dépossession de l'expérience d'être malade dans le fait de devenir patient, qui a à voir avec l'effacement de la clinique. Et ça, c'est à tous les niveaux, ça intervient à tous les niveaux. Là, je trouve que là, j'ai une amie dont le fils vient d'avoir un ulcère à l'estomac, et cette personne-là est depuis une semaine à l'hôpital et ne sait littéralement rien ne sait rien d'elle-même. Autrement dit, ne sait pas quand elle va sortir, ne sait pas, parce que les médecins sont au bloc, ne sait rien des résultats, si de sa fibroscopie un petit peu, mais ensuite des nouveaux examens, non. Donc on a une espèce de... Tout se passe comme si on avait une espèce de dépossession inéluctable de la manière de s'apprécier comme malade par l'entrée dans la relation thérapeutique. Alors ça s'analyse aussi pour des raisons d'économie de la santé, d'efficacité, de la division du travail médical, etc., du morcellement. Bon. Mais tout ça contribue effectivement à établir une fracture entre se vivre malade et être défini comme patient. Pour élargir un petit peu, sortir de Canguilhem sur une approche beaucoup plus transculturelle et interculturelle. Est-ce que sur le plan historique, il n'y a pas eu une rupture dans la formation des médecins? Alors c'est une rupture, effectivement, il faudrait être... Là, je suis peut-être moins compétent que vous pour l'apprécier, mais c'est une rupture qui, ça c'est certain, est aussi quand même amplifiée par la formation des étudiants en médecine, hein, qui... moi, effectivement... il faudrait en revenir à l'enseignement de la philosophie en médecine, l'enseignement de la littérature, mais de l'anthropologie, mais d'une manière vraiment très, de mon point de vue, extrêmement importante. Alors qu'aujourd'hui, le lien fait avec les mathématiques dans la formation de l'étudiant de médecine, de mon point de vue, est disproportionné. Mais bon, là, c'est... et conduit quand même à des médecins qui, s'ils ne sont pas formés par eux-mêmes, ou s'ils ne se forment pas par eux-mêmes
et s'ils ne sont pas sensibilisés à ces questions-là, vont avoir une relation au patient qui, très souvent, pose des problèmes sur la qualité même de la relation. Et l'indice de ça, c'est que très souvent, enfin, je ne veux pas intarissable là-dessus, mais l'indice de cela, c'est très souvent le fait que pour les médecins généralistes, mais même pour les spécialistes, très souvent, l'ordinateur tient lieu de tiers. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le médecin s'adresse autant à l'ordinateur qu'au patient et que l'ordinateur, rigoureusement parlant, fait écran. Et ça, c'est un problème quand même. C'est-à-dire que ce devrait être une relation et il y a un écran qui fait écran. Oui. Oui. Bon, je voudrais rebondir sur cette question d'institution parce qu'elle est extrêmement importante. Quand même, je voudrais excuser l'institution. Et je le ferai de la manière suivante. C'est qu'au début des années 90, moi j'étais à la faculté de médecine de Strasbourg, ont été introduits dans la première année d'études médicales un enseignement de longue durée, un gros module, avec un coefficient particulièrement élevé et qui faisait vraiment peur aux étudiants. C'était un module d'humanité médicale. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. Et donc, les étudiants devaient faire leur épreuve, c'était vraiment une dissertation. C'était assez difficile pour eux, je dois le dire. Et donc, une fraction importante des responsables de l'enseignement médical de l'époque était parfaitement consciente du problème qui a été soulevé. Donc, je ne sais pas ce que c'est devenu, sans doute que c'est un petit peu perdu dans les sables, mais bon, quand même. Et puis le fait qu'il y a en même temps ces enseignements d'éthique est la preuve que l'institution n'est quand même pas totalement insensible à toutes ces questions. Simplement, il l'avait confiné dans la première année. Donc, c'était une manière de s'en débarrasser. Il y a plusieurs questions. Vous devez aller dans une tête. À quelle place, s'il y en a une, mettons dans cette philosophie? Ça, je pense que vous pouvez mieux répondre que moi à cela. C'est pour ça que vous avez posé la question. Mais trêve de plaisanterie, je pense que dans le vocabulaire de Canguilhem, le terme de pathogène, je ne pense pas qu'il apparaisse véritablement. Parce que effectivement, le fait d'isoler des éléments et de voir l'incidence de ces éléments sur la maladie, c'est une manière d'appréhender la maladie qui est sans doute non pas contraire à celle de Canguilhem, mais qui relève d'une autre perspective que celle qu'il développe dans le normalel pathologique, puisque lui, ce qui l'intéresse dans le normalel pathologique, c'est précisément de faire réapparaître en quelque sorte dans la fragmentation de la chaîne médicale explicative des pathologies, intégrant les pathogènes, justement de mettre en avant la totalité existentielle de l'individu. Donc, de ce point de vue, il se situe sur cette ligne-là du raisonnement, beaucoup plus que sur les éléments perturbateurs, les éléments créateurs de pathologie. Oui, il appréhende la création de pathologie comme une dimension de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, la vie est susceptible de plusieurs allures, dont les pathologies sont une dimension. Et juste un petit détail à propos d'allure de la vie. C'est un mot, parce qu'il faut rappeler que Canguilhem était un campagnard. Dans ses études de médecine, il rentrait le soir pour conduire le tracteur dans la propriété familiale. Il était du côté de Castelnaudary. Il avait un fort accent du Midi d'ailleurs. Et quand nous sommes allés le voir avec Claude dans les années, je ne sais pas, il était dans les années 2000 peut-être,
il était dans ces terres du côté de la Loire, il était extrêmement préoccupé par ces arbres. Il ne parlait pas du tout de philosophie, mais alors le normal pathologique, c'était savoir si ces arbres étaient debout ou pas et comment les faire tailler. Donc la notion d'allure, hein, avec son imagerie de cheval, etc., et de labour, et de labour, c'était vraiment quelque chose de très concret pour lui. Et ça me fait penser à notre expérience avec Virginie, de la manière dont chacun peut trouver des concepts pour penser, pour ressentir les choses liées à son propre vécu. On voit souvent dans nos travaux, là, dans nos lectures de master, des personnes qui savent absolument tirer de leur propre vécu et élaborer des concepts pris dans ce genre de champ notionnel. Voilà. Pour revenir sur l'allure, au sens concret, vraiment. Paysager. Je suis content que vous ayez parlé de Castelnaudary parce qu'il se trouve que moi j'ai passé ma première année de ma vie à Castelnaudary, dans la même rue que la famille de Canguilhem. Hasard et nécessité. Une normativité, mais normalité au sens statistique, pas au sens obligatoirement social. Il y a une différence très, très forte, c'est que il y a un chapitre dans lequel Canguilhem parle de cette notion-là, c'est le chapitre norme et moyenne, qui est consacré, alors bon, à un sens peut-être un peu social de la norme, à Quetelet, à la courbe de Gauss, etc. Mais la différence, elle est extrêmement importante, c'est qu'effectivement, la normativité, au fond, c'est le fait de pouvoir changer de registre de normes. Autrement dit, alors que la normalité au sens statistique, ce serait plutôt de parvenir à une moyenne qui vienne unifier les différentes normes. Donc je pense que c'est très intéressant pour cette raison de lire Canguilhem en médecine, parce que à un sens quantitatif de la norme, auquel l'étudiant est légitimement confronté par l'hypo, l'hyper, etc., les constantes, il est confronté du coup à une réflexion nouvelle sur la capacité de changer de norme au sens individuel du terme. Et c'est là que la notion de normativité intervient. Au fond, je ne pense pas me tromper en disant, même chez Goldstein, cette idée n'est pas véritablement affirmée. Je ne pense pas me tromper en disant que vraiment Canguilhem a complètement obscurci le concept de normalité en proposant finalement une espèce de concept totalement philosophique, la normativité, qu'il a traduit, c'est ça son génie, dans le vocabulaire de la norme médicale, mais qui lui était partiellement étranger. Parce que la normativité, philosophiquement parlant, c'est un concept qui existe, mais qui désignait avant Canguilhem le fait de se référer à une norme morale, à une norme esthétique, on parlera de normativité juridique, bref, de se référer à des valeurs. Et Canguilhem a fait de cette référence à des valeurs, qui renvoie quand même globalement à une institution sociale, il en a fait le cœur de la vie au sens vital du terme. Donc il a en quelque sorte transformé radicalement le concept de normativité pour l'introduire dans un domaine, la vie, qui n'avait pas été pensé avant lui. Et ça, c'est vraiment c'est un coup de génie philosophique qui est très déconcertant, j'imagine bien, pour des étudiants de médecine qui sont habitués à penser les normes en termes... en termes de constantes, etc. Et là, qui sont confrontés à quelque chose comme un pouvoir vital, à quelque chose comme un pouvoir de vie qui est au cœur de la vie et qui consiste dans cette capacité de modifier son rythme cardiaque, cette capacité de changer ses constantes biologiques. Voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.